Je suis Charles Nana, je suis politologue, chercheur, journaliste d'investigation. J'ai publié de nombreux ouvrages sur les conflits armés et auteur du livre Joséphine Baker contre Hitler. Vous venez nous parler de ce livre justement aujourd'hui puisque Macron va permettre son entrée au Panthéon à la fin du mois de novembre et vous pensez que c'est une figure qui doit appartenir davantage à ceux qui se considèrent résistants en France et qui recherchent la vérité, plutôt qu'à Emmanuel Macron. Joséphine Baker est une figure emblématique de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une actrice très importante, actrice pas au sens comédienne, c'était, comme on pourrait dire pour les hommes, un acteur important de la France libre et dans le combat contre les nazis. Donc le problème, c'est que pendant très longtemps, on a un peu figé son image et sa réputation autour de la ceinture des bananes qu'il a effectivement fait connaître à travers le monde. Ce qui est pour moi le plus important, c'est vraiment son engagement en faveur de la France libre et surtout le soutien très déterminant au général de Gaulle, parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle est entrée au contre-espionnage français en 1939, donc pendant la période ce qu'on a appelé la drôle de guerre sur la ligne Maginot, elle allait déjà faire des concerts pour galvaniser les troupes et pour entretenir le moral des soldats. Donc, elle n'est pas arrivée, c'est pas une résistante de la dernière heure, comme on en a connu beaucoup. Mais c'était une grande résistante qui donnait, qui arrivait à trouver, à cacher les plans des bases nazies et les donner aux Alliés. Il faut dire qu'elle a commencé au contre-espionnage à lutter contre l'Abwehr. L'Abwehr, en fait, qui étaient les services de renseignement allemands qui étaient installés à Paris, qui avaient pris leur quartier général à l'hôtel de Tetsia dans le 7e arrondissement. Et c'est à cet endroit qu'ils ont organisé leur campagne de lutte contre les résistants qui étaient sur le territoire français. Et Joséphine Baker, qui faisait partie du noyau des tout premiers résistants français qui voulaient aller rejoindre le général de Gaulle à Londres, a été recruté pour lutter contre la propagande des nazis, mais aussi surtout contre les agents de renseignement de l'Abwehr. Donc c'est un élément très important à comprendre si on veut comprendre le rôle qu'elle a joué. Elle a été ce qu'on a appelé un honorable correspondant. Qu'est-ce qu'un honorable correspondant? C'est une personnalité importante qui, du fait de son carnet d'adresses ou de sa réputation, travaille soit bénévolement, soit contre rémunération pour les services de renseignement. Et donc, Joséphine Baker, à ce moment-là, n'avait pas besoin d'argent. Elle était assez riche. C'était une star, une superstar internationale. Donc, elle a travaillé bénévolement pour l'armée française, pour la France libre. Je dirais, non seulement au début de la guerre, mais pendant toute la période de la guerre. C'est-à-dire de 1940 à 1945, Joséphine Baker n'a pas touché un centime pour son engagement aux côtés du général de Gaulle. Et quand on dit que c'était une grande chanteuse, à l'époque, c'était l'équivalent de Angèle aujourd'hui. C'était vraiment une des plus grandes chanteuses en France. C'était une très grande chanteuse au niveau, ce n'était pas au niveau français seulement, c'était au niveau international. Après la guerre, elle a fait des concerts, elle a pu faire des concerts aux États-Unis, mais là encore, ça a été très difficile. À la fin de la guerre, après avoir lutté contre les nazis, le minimum, c'était quand même de combattre le racisme. Évidemment, elle a décidé d'aller rechanter aux États-Unis. Elle a constaté que c'était interdit. Quand elle est repartie aux États-Unis, elle a exigé que la plupart des contrats qu'elle signait soient des concerts qui pouvaient se faire avec les Noirs et les Blancs dans la même salle. Donc quand les Noirs se retrouvaient dans une salle de concert avec les Blancs, ils ne savaient pas que c'était une clause qui avait été réglée au préalable par Joséphine Baker dans ses contrats, ce qui n'était pas du tout une mince affaire sous les lois ségrégationnistes aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est dans la résistance, Joséphine Baker, quand elle arrive dans les services de renseignement, ces services-là disent non, on veut pas d'artistes pour aller faire de l'espionnage, parce que les artistes, ça se casse comme du verre. On arrive, on leur dit, non, non, vous inquiétez pas, Joséphine Baker, elle a les reins d'acier, elle va remplir la mission. Alors, Joséphine Baker a été recrutée par Jacques Apthey, qui était le capitaine de l'armée française, il travaillait pour le contre-espionnage. C'était en fait le chef de la section allemande du contre-espionnage à Paris. Et donc, Jacques Apthey, il était comme beaucoup de gens du renseignement à l'époque, il avait une image des femmes, c'était l'image de Mata Hari. Et donc, lors de sa première rencontre avec Joséphine Baker, il voit une femme arriver au volant d'une voiture extrêmement nerveuse, extrêmement tendue.
vue. En échangeant avec elle, il découvre qu'en réalité, cette femme a beaucoup plus d'aptitudes qu'on ne peut l'imaginer, parce que on la voyait mince, elle avait l'air frêle, etc. Mais au fil du temps, elle va démontrer effectivement qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que les apparences peuvent effectivement être trompeuses. Donc que les gens comprennent bien comment est-ce qu'elle a rempli sa tâche pour la résistance. Elle cachait les plans des bases nazies dans ses Alors, une de ses premières missions, quand elle est au contre-espionnage, c'est d'aller récupérer des informations à l'ambassade d'Italie à Paris. Le but de l'état-major, c'est de savoir un peu les plans de Mussolini, c'est de savoir s'il va attaquer la France ou pas. Évidemment, l'attaché militaire italien qui était à l'ambassade d'Italie à Paris était fou de Joséphine Baker. Et donc, une rencontre est organisée par les services de renseignement. Elle arrive au bureau de l'attaché militaire qui est fou de joie de voir Joséphine Baker. Les discussions parlent de tout et de rien et puis débouchent sur la guerre. Joséphine Baker demande à cet officier qu'est-ce qui se passe, quelles sont les intentions de Mussolini, etc. Il se met à table, il se met à parler. Elle découvre donc au cours de cette conversation que non seulement les Italiens n'ont pas envie d'attaquer la France, mais qu'en revanche, les Allemands, eux, sont en train ont négocié la réservation d'un bassin de radou à Lisbonne pour installer leurs sous-marins qui allaient effectivement donc bombarder les forces alliées dans l'océan Atlantique. C'est ce qu'on va appeler la bataille de l'Atlantique, mais c'est Joséphine Baker qui va avoir la primeur des informations concernant les intentions des Allemands et la stratégie allemande à ce moment-là. Ces informations ont donc été communiquées au BCRA, c'est-à-dire les services de renseignement général de Gaulle à Londres, et également à l'intelligence service, qui étaient les services de renseignement britanniques. Maintenant, allons sur l'après-guerre, justement. Comment est-ce qu'elle a été remerciée, accueillie en France après ces épisodes-là? Et c'est plutôt entre problèmes de racisme, on ne veut pas lui donner la Légion d'honneur. Quel a été son combat de l'après-guerre? Alors, beaucoup de combats. Le tout premier combat, qui n'est pas mené par elle-même, qui est la difficulté à recevoir la Légion d'honneur, parce que il y avait un certain nombre d'officiers français qui n'avaient pas eu le courage qui avait été celui de Joséphine Baker, qui n'avaient pas joué le rôle qui était le sien. Quand arrive le moment de lui donner la Légion d'honneur, elle est quand même recalée à 2 reprises, hein, malgré les rapports très positif de ses supérieurs hiérarchiques, notamment du colonel Payol et du général Bouscar, qui était quand même pas n'importe qui à l'époque. Des officiers étaient presque jaloux qu'une femme ait eu ce courage-là par rapport à eux. Ben, c'est ce qu'on comprend. Quand on lit les rapports militaires, on comprend très bien que pour un certain nombre d'officiers, le courage exceptionnel de Joséphine Baker contre les nazis et surtout de soutenir le général de Gaulle, parce que ce n'était pas tout le monde qui prenait le risque. Le deuxième axe de son engagement, c'était quand même la lutte contre le racisme. Et donc, quand elle repart à la fin de la guerre, elle repart aux États-Unis et qu'elle voit que les lois raciales sont toujours en vigueur, elle reprend le combat, effectivement, qu'elle avait déjà commencé contre les nazis en Europe et en Afrique du Nord. Elle repart donc au combat aux États-Unis contre le racisme et vraiment, ça va lui valoir beaucoup d'inimitié de la part d'une partie de la presse américaine, mais aussi surtout du FBI, qui va considérer Joséphine Baker comme Martin Luther King comme étant des ennemis de l'État. Joséphine Baker répondra que c'est un honneur pour elle que les États-Unis lui refusent son entrée dans son pays natal. En tant que vous êtes chercheur en sciences politiques, que représente pour vous le fait que Macron veuille s'approprier? Est-ce qu'il cherche à s'approprier cette figure? Je pense que la situation actuelle de la France est une situation extrêmement difficile. L'entrée de Joséphine Baker au Panthéon est un événement extraordinaire pour les résistants. C'est-à-dire que Joséphine Baker apparaît aujourd'hui non pas simplement comme une artiste de haut niveau, de renommée internationale, mais c'est une figure centrale, je dirais, parce que pour les femmes, ce n'était pas évident de voir des femmes dans la résistance. On a toujours considéré la guerre comme une affaire d'hommes, mais voir une femme qui avait le choix, c'est-à-dire qu'elle avait le choix de faire comme tous les autres ont fait, c'est-à-dire de se croiser les bras, attendre que ça se passe, à la limite collaborer avec l'occupant, elle a préféré prendre le risque d'aller soutenir l'action du général de Gaulle. Donc c'est une femme courageuse, talentueuse pour moi, qui aujourd'hui est un exemple
pour la jeunesse française, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Et donc, pour moi, c'est une figure au niveau européen qui est très important, au niveau africain, c'est une figure internationale qui, à mon avis, peut inspirer les futures générations. C'est un message beaucoup plus fort que tout type de discours.